La parole est à Madame Axelle Lemaire, rapporteure pour avis de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République pour une durée de 10 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Madame la rapporteure, Messieurs les rapporteurs pour avis, mes chers collègues. En 2009 se tenait à Londres le sommet du G20, sur les mêmes terres que celles qui accueillent, à bras ouverts et souvent les yeux fermés, au bout d'un tapis rouge glissant, le centre névralgique de la finance internationale. En réponse à une crise financière sans précédent, les dirigeants du monde affichaient alors une volonté politique sans faille pour rassurer leurs concitoyens et garantir que le principe du never again, plus jamais cela, trouverait à s'appliquer. Le Wall Street Journal titrait « Au lendemain de la faillite de Lehman Brothers, Wall Street, telle qu'on l'a connue, cessera d'exister. Il n'était plus question de faire prendre des risques aux déposants et aux contribuables, et tout serait fait pour normaliser une finance devenue folle, car aveuglée par l'appât du gain facile et déconnectée des performances réelles des économies. En France, tout devait changer. Changer ? Rien n'a changé pendant 4 ans. Mais aujourd'hui, la France est précurseur. C'est ici, et sous un gouvernement socialiste, que le fonctionnement du secteur bancaire est pour la première fois réformé depuis la crise. On compare ce projet de loi à d'autres, inspiré des pensées des messieurs Volckers, Vickers ou encore Liikanen. L'exercice est intéressant, utile. Il reste que la France agit pour tirer les leçons de la crise avec effet immédiat et non reporté à 2017 ou 2019, comme au Royaume-Uni par exemple, ou peut-être plus tard. Alors il faut du courage, Monsieur le Ministre, pour donner cela, et il faut de l'ambition pour donner le ton. La crise. En 2007, le chômage touchait 16 millions d'Européens. Il frappe aujourd'hui 27 millions de personnes. En écho à la crise financière, la misère continue de gagner du terrain. Ce sont près de 9 millions d'individus en France qui touchent moins de 964 € par mois. Parallèlement, entre 2008 et 2011, 4 500 milliards d'euros d'aides publiques ont été accordés aux établissements financiers, soit 37% du PIB de l'Union européenne. Ces aides ont lourdement grévé les finances publiques et dictent encore maintenant les politiques budgétaires sévères menées partout en Europe. Dans ce contexte, certains reprochent à ce texte de loi de ne pas aller assez loin. D'autres font l'accusation inverse et affirment qu'il met au contraire en péril la compétitivité du secteur bancaire. Faut-il penser que les contraires s'annulent ? Toujours est-il que ce paradoxe est, à mon sens, la meilleure démonstration qui soit du caractère équilibré de ce projet de loi, à la fois ambitieux et réaliste. Ambitieux parce qu'il apporte des réponses de prévention et de résolution fermes et inédites à la crise financière. Réaliste parce qu'il tient compte de la nécessité de ne pas affaiblir notre industrie française des banques, qui finance l'économie, emploie près de 400 000 personnes en France, et parce qu'il renforce aussi la protection des clients qui sont trop souvent placés dans un rapport de dépendance et de faiblesse face à leurs banques. Cela a été rappelé, le texte a été substantiellement enrichi lors des débats en commission, et j'espère sincèrement qu'il continuera de l'être, en particulier sur la question jamais assez traitée des commissions d'intervention bancaire. Je tiens d'ailleurs à saluer l'excellent travail de Madame la rapporteure Karine Berger, accompagnée de mes autres collègues rapporteurs pour avis, Philippe Kemel et Christophe Carrèche. Je me félicite en particulier de l'introduction d'une obligation de transparence applicable aux activités offshore des filiales des banques françaises. C'est une première pierre posée dans la construction de l'édifice forcément international de lutte contre les paradis fiscaux. Et c'est là aussi la première fois que la transparence l'emporte sur le secret bancaire dans ces îles protégées où exotisme et cynisme vont habituellement de pair.
Pour sa part, la commission des lois s'est naturellement centrée sur les aspects juridiques et institutionnels du projet. Elle a travaillé sur les questions de gouvernance, de contrôle parlementaire et de conflit d'intérêts, mais aussi sur un important volet du texte, celui de la résolution, qui fait peut-être moins parler de lui que le sujet de la séparation des activités, mais qui imprime un véritable changement de paradigme dans la manière d'envisager le traitement réservé à une banque face à un risque de défaillance. C'est vrai tant au plan préventif qu'en cas de liquidation. Le droit et le juriste interviennent souvent en phase de contentieux et de guérison, moins souvent pour prévenir les maux. Or ici, on demande aux banques de signer leur testament devant l'État, qui devient une sorte de notaire. Elles doivent prévoir à l'avance ce qui se passerait en cas de crise. Quelle filiale céder, quels actifs vendre, quelle activité abandonner, quel créancier appeler. On passe de l'état de panique et de la perte de confiance, qui peut se transformer elle-même en effet boule de neige sur les marchés, à une identification des risques en amont qui doit permettre aux banques de mieux se préparer, de s'adapter et de se spécialiser. Parallèlement, les pouvoirs d'enquête et de contrôle des régulateurs sont considérablement renforcés. Et le texte crée un cadre juridique totalement neuf, ad hoc, pour les liquidations. L'objectif visé est simple, réduire l'aléa moral. Jusqu'à présent s'appliquait le principe du too big to fail, trop grosse pour faire faillite, en particulier à nos 4 grandes banques françaises considérées comme des banques systémiques, c'est-à-dire dont la chute provoquerait un véritable séisme économique. Pensons seulement que le bilan cumulé des 3 plus grandes banques françaises équivaut à 2,5 fois le PIB de notre pays. C'est ainsi que, fort de la certitude qu'en cas de faillite d'une banque systémique, l'État volerait toujours au secours de l'établissement sans que les créanciers n'aient à assumer la totalité des pertes, que les spéculateurs ont maximisé leur prise de risque. Et en effet, pendant la crise, des bail-out ont eu lieu partout, jusqu'à Dexia, qui a bénéficié d'un renflouement public à hauteur de 11,5 milliards d'euros. Or, le texte que nous examinons ici inscrit dans le marbre de la loi le mécanisme du bail-in, c'est-à-dire le renflouement interne. En cas de défaillance, ce sont les actionnaires et les créanciers qui sont d'abord appelés à contribution. Ce sont eux qui ont pris les risques et qui doivent les assumer en supportant les pertes. Et la faillite d'une filiale qui se consacre aux activités de marché ne peut plus entraîner celle du groupe bancaire tout entier. La question est essentielle car elle répond à la principale préoccupation de nos concitoyens. Si la banque est en difficulté, qu'arrive-t-il de mes dépôts, de mon épargne, ma retraite, mes impôts? Vont-ils servir de solution de dernier recours? Il est communément considéré que ce dispositif crucial ne trouvera sa pleine efficacité que s'il s'applique à un champ large de créanciers, incluant ce qu'on appelle la dette senior. Ce n'est pas le cas dans ce texte, pour des raisons que je comprends d'ailleurs parfaitement, car c'est au niveau européen qu'il faut réaliser cette avancée. Je salue donc l'engagement que vous avez pris, Monsieur le Ministre, afin que la France se batte pour que la future directive européenne sur la résolution bancaire soit ambitieuse sur ce sujet et impute aussi les pertes des banques sur les créanciers seniors. Dans un souci de sécurité juridique qui doit donner toute sa force à l'intervention publique, la Commission des lois a renforcé les garanties, en particulier les garanties procédurales, accordées aux personnes qui peuvent faire l'objet d'une mesure de résolution. Ces mesures, justifiées par des motifs impérieux relevant de l'intérêt général, peuvent en effet porter atteinte à des droits et des libertés préexistants. La Commission a donc introduit le principe de proportionnalité, à limiter aux seules situations d'urgence les dérogations au principe du contradictoire et à renforcer l'indépendance de l'expert chargé de la valorisation. J'aimerais finalement souligner l'importance du nouveau Conseil de stabilité financière dans l'identification des risques macro-prudentiels. La création de cette instance, passée elle aussi plus inaperçue, souligne le fait que les gouvernements ne sont pas absous d'une responsabilité dans la crise financière. Aux États-Unis, par exemple,
pour élargir l'accès à la propriété et concrétiser ainsi le rêve américain des foyers modestes, les réassureurs ont garanti des prêts hypothécaires à des conditions beaucoup trop relâchées. En Espagne, en Irlande, les bulles, les bombes immobilières auraient dû être désamorcées. Ce nouveau Conseil français pourra ainsi relever les exigences de fonds propres des banques, comme aussi orienter leur politique de crédit. En conclusion, quel est notre rôle à nous, législateurs? Il n'est pas de mettre nos banques au trou, non, mais de les protéger des excès passés et toujours présents de la spéculation, car décidément, la main invisible du marché est bien imparfaite, bien nerveuse et bien maladroite. À cette main, nous opposons celle de l'État, de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, de l'AMF, du CSF, une main collective, prudente, forte du poids que nous lui conférerons, nous, la représentation nationale. Et c'est cette responsabilité éminente et imminente qui nous revient. Pour terminer, George Bernard Shaw, essayiste irlandais, un anticonformiste et socialiste d'ailleurs, connu pour son humour, disait, et je le cite, « Une banque, elle vous prête un parapluie quand il fait beau et vous le reprend quand il pleut. » Cette loi, mes chers collègues, n'empêchera pas la pluie de tomber, surtout pas à Londres, du Square Mile de la City à Canary Wharf, en passant par Mayfair. Mais cette loi est un premier outil majeur pour réguler un capitalisme financier victime de ses propres excès et qui fait des victimes. Merci beaucoup. Elle doit en outre éviter que les banques se voient donner des parapluies par les contribuables lorsqu'il pleut. Merci,